Oui, alors cette grève de 48 heures illustre bien la dégradation du climat social dans les grands bassins miniers. Pourtant, ce n'est pas une surprise puisque voici maintenant plusieurs mois que les syndicats de mineurs dénoncent la politique charbonnière du gouvernement, une politique qu'ils considèrent comme un abandon pur et simple. Cela dit, le problème du charbon français n'est pas vraiment nouveau puisqu'on en trouve le germe dès le début des années 60. Laurence Auervin. 1962-63, les premières fermetures de mines, le déclin du charbon commence au profit du pétrole. 10 ans plus tard, 1973, c'est la guerre de Kippour. Le prix du pétrole flambe. Du coup, on augmente la production de charbon français, mais ça n'est qu'un bref sursaut, et à nouveau, c'est le déclin. Jusqu'en 1981, avec la gauche au pouvoir, Pierre Mauroy annonce une politique de relance du charbon. Les charbonnages recrutent 10 000 jeunes mineurs, comme celui-ci dans le Nord. Il a 24 ans. Et puis le 27 avril 83, c'est le tournant. Au cours d'un voyage dans le Nord, François Mitterrand annonce à quoi serviront les crédits de l'État. À quoi doivent-ils être consacrés? Eh bien, moi, je vous le dis, d'une formule qui n'aura pas d'équivoque. Ils seront consacrés à tout ce qui permettra la rénovation du bassin minier par le charbon lorsque les effets induits apparaîtront supportables. Ils seront consacrés à d'autres industries et les mêmes crédits ne pouvant pas servir deux fois, cet examen devrait être fait par la région en discussion avec la ville pour que je sois exactement informé sur ce qu'il convient de faire justement. Il faudra donc choisir, subventionner les mines déficitaires, et elles le sont presque toutes sauf en Lorraine, ou reconvertir, implanter de nouvelles industries dans les bassins miniers. Les syndicats ont conclu que le gouvernement renonce au charbon. 10 novembre 83, inquiétude dans les bassins miniers, 2 jours de grève. 14 novembre, démission de Georges Valbon, le président communiste des Charbonnages de France. Il reste partisan de la relance du charbon français, l'affaire prend une dimension politique. 2 jours plus tard, dans la nuit du 16, les députés votent le budget de l'industrie. Les communistes émettent des réserves sur le charbon. En 84, les charbonnages recevront 6,5 milliards de francs, la même somme que l'an passé. Compte tenu de l'inflation, cela équivaut à une baisse. On parle de 8 000 suppressions d'emplois. 15 décembre, les syndicats de mineurs protestent. Ils estiment qu'aucune négociation sérieuse n'a encore eu lieu et ils rédigent ce document, une plateforme revendicative commune. Pour les syndicats, le charbon français, c'est l'indépendance énergétique, des économies en devises, des emplois, toute une filière qui débouche sur la carbochimie, la gazéification et la production de matériel à exporter. Tout cela, conclut-il, exige que l'on préserve une base de production de charbon français. Mais l'aide de l'État va plafonner pendant 5 ans au niveau actuel, ce qui va entraîner une baisse de la production et des effectifs. Une baisse de combien? Réponse demain, avec la réunion du conseil d'administration des charbonnages, tandis que dans les bassins miniers, on se prépare à la grève. Les chiffres du jour maintenant, avec d'abord le nouveau chiffre des demandeurs d'emploi. Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,8% au mois de janvier. Il y avait en France le mois dernier 2 135 600 chômeurs contre 2 118 600 au mois de décembre. Il s'agit des chiffres corrigés des variations saisonnières. Le dollar toujours à la baisse, il cotait aujourd'hui un peu plus de 8 francs 23 contre près de 8 francs 31 hier. Le marque allemand s'est quant à lui stabilisé tandis que les autres grandes monnaies européennes cédaient un peu de terrain devant le franc. La bourse de Paris de son côté était en recul de 2,2%. L'étranger, avec le Liban, où la situation demeure toujours très tendue, le président Gemayel, qui est pressé de toutes parts, aurait accepté le plan saoudien. Un plan en 8 points qui prévoit le départ de toutes les troupes étrangères du Liban, et notamment des Israéliens liés au Liban par un traité de sécurité plus connu sous le nom d'accord du 17 mai. Nous vous en parlions déjà hier soir. Il faut dire que le président libanais ne dispose plus que d'une marge de manœuvre très étroite. Son armée se trouve dans une situation presque désespérée, alors que les miliciens druzes et chiites continuent de marquer des points sur le terrain. Philippe Rochaud. Voilà comment les Druzes de la montagne ont salué leur victoire contre l'armée libanaise, en brûlant les portraits de l'ancien président Béchir Gemayel. Aujourd'hui, ces hommes contrôlent toute la région au sud de Beyrouth. Des centaines de soldats libanais se sont ralliés à ces combattants druzes qui sont descendus des montagnes du Chouf vers le littoral et sont parvenus à faire la jonction avec les forces chiites venues du sud de Beyrouth. Ensemble, Druzes chiites sont descendus sur la petite ville de Damour, à 10 km de la capitale libanaise, dernier verrou avant les positions de l'armée israélienne.
Et Damour est tombé entre les mains des Druzes et de leurs nouveaux compagnons d'armes, les musulmans chiites, appuyés par l'armée syrienne. 750 soldats libanais qui défendaient la ville ont été évacués par bateau. Les autres ont préféré franchir la rivière Awali à 20 km au sud de Beyrouth et se réfugier dans la zone contrôlée par l'armée israélienne où ils seront fouillés. Pour ces hommes, restés fidèles au gouvernement Gemayel, c'est l'humiliation de la défaite. Ce sont les Syriens et les Palestiniens qui nous ont attaqués, diront-ils. Les habitants des régions sud de Beyrouth ou de Damour ont fui avec eux devant l'offensive conjuguée des forces druzes et chiites. Les ponts sur l'Awali sont restés ouverts jour et nuit pour leur permettre de se réfugier en zone israélienne. Pour eux, l'aventure est provisoirement terminée, mais à Beyrouth, elle continue pour les populations ou les combattants, comme celui-ci. En 2 semaines, les combats de Beyrouth auraient fait 1 millier de morts. Oui, le président libanais a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de France pour discuter de cette situation. Pourtant, c'est des États-Unis que l'on attend maintenant les nouveaux développements. Les États-Unis où le Conseil de sécurité doit se prononcer sur l'envoi de casques bleus au Liban à la demande de la France. Et cela est bien à un moment où la politique américaine dans cette région semble pour le moins indécise. De New York, le point avec notre correspondant Édouard Laure. Toujours autant d'animations, ici du moins en coulisses aux Nations Unies, autour de la proposition française, mais qu'il semble bien difficile à faire accepter telle qu'elle a été présentée hier par les parties concernées. Disons que les Soviétiques vont maintenir les conditions qu'ils y ont posées, ou tout au moins quelques-unes, ne fût-ce que pour le principe, et que les Américains essayent, eux de leur côté, de trouver un moyen de s'en sortir pour que cela n'apparaisse pas comme un échec de toute leur politique au Proche-Orient. D'autant plus que la toute récente déclaration de Ronald Reagan sur l'accord israélo-libanais ne fait rien pour éclaircir la confusion des prises de position de la Maison-Blanche. Bref, on en est ce matin à se demander si les dirigeants américains savent eux-mêmes où ils en sont sur ce problème libanais, ou pour le moins par quels moyens se sortir de ce bourbier avec le minimum de dégâts pour un président en pleine campagne électorale. Ce qui semble en tout cas très mal parti, car on a du mal à comprendre ici qu'un président, en l'occurrence Ronald Reagan, dise textuellement « Nous ne sommes pas partie prenante à cet accord israélo-libanais » lorsque l'on se souvient des efforts et des pressions exercées par les États-Unis lors de la négociation pour la signature de cet accord. Une autre illustration de cette confusion à la Maison-Blanche, le président Reagan laissait entendre hier soir que les Marines pourraient demeurer pendant plus d'1 an au large des côtes libanaises. Le dissident soviétique Yuri Orlov, libéré la semaine dernière après 7 ans de prison, Yuri Orlov passera encore 5 ans en exil intérieur dans la région de Yakoutsk, en Sibérie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son avocat. Yuri Orlov, arrêté en 1977, est l'un des fondateurs du groupe de surveillance des accords d'Helsinki. Il avait été condamné pour propagande antisoviétique. Colère et émotion en Italie après l'assassinat du général américain Lyman Hunt hier soir à Rome. Un assassinat revendiqué par les militaires des Brigades Rouges, ce qui prouve, s'il en était besoin, qu'une nouvelle génération de terroristes est apparue en Italie malgré l'élimination des leaders de ces fameuses Brigades Rouges. De Rome... Pas vieux, il y a quelques jours à peine, des magistrats faisaient part de leurs préoccupations. Le terrorisme pouvait reprendre même s'il semble définitivement éliminé. Un repenti, c'est-à-dire un terroriste prêt à collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine, un repenti, Roberto Sandalo, faisait savoir qu'il connaissait à Rome au moins une vingtaine de terroristes prêts à reprendre les armes. D'après la police, il y aurait actuellement en Italie 280 activistes et 1 millier de sympathisants disponibles pour la lutte armée. Toutes ces informations laissent un peu perplexe dans la mesure où, au cours de ces 2 dernières années, on a arrêté quelques 300 terroristes et que, finalement, le phénomène des repentis a décimé les rangs des Brigades Rouges. Les nouveaux terroristes seraient donc des survivants, des rescapés, peut-être avec quelques nouvelles recrues. Mais ce qui est important, d'après ce que montrerait l'attentat contre le diplomate américain, ce qui est important, c'est qu'il s'agirait d'un nouveau type de terrorisme avec des objectifs différents. Ce qui est frappant, ce sont les nouveaux slogans qui sont apparus lorsque le Parti communiste combattant a revendiqué l'attentat contre le diplomate américain. Il n'est plus question de frapper au cœur de l'État italien, il n'est plus question de demander la suppression des prisons spéciales réservées aux terroristes. On demande le retrait de l'Italie de l'OTAN, le démantèlement des missiles américains en Italie et le départ des forces impérialistes du Liban. Ce nouveau terrorisme, ce serait en quelque sorte le bras armé du pacifisme européen.
avec beaucoup de sympathie pour l'extrémisme arabe. Ce nouveau terrorisme serait, disons, plus international que strictement italien. En politique, rencontre demain entre Georges Marchais et François Mitterrand. Il s'agit, selon l'Élysée, d'une réunion qui s'inscrit dans le cadre des rencontres habituelles entre le chef de l'État et les dirigeants politiques. À noter tout de même qu'elle intervient au lendemain du comité central du Parti communiste consacré à la mise au point de la liste communiste aux élections européennes. L'Union du peuple corse du Dr Simeoni confirme son retrait de l'Assemblée de Corse. L'UPC reproche à cette Assemblée son immobilisme et son absence de moyens. Toujours pas ou peu de commentaires après la prestation de Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité sur Antenne 2. Un seul parti a commenté cette intervention, il s'agit du RPR, au travers de deux de ses dirigeants. C'était avant-hier Claude Labbé et aujourd'hui Bernard Pons. Deux déclarations contradictoires en 2 jours. C'est au lendemain même de la prestation de Jean-Marie Le Pen sur Antenne 2 que Claude Labbé, le président du groupe parlementaire RPR à l'Assemblée et conseiller politique de Jacques Chirac, annonçait que désormais son mouvement devait compter, se concerter et travailler en commun avec le Front National. Faux, a répondu en substance Bernard Pons ce matin. Dreux n'a été qu'un accident de parcours. Nous n'avons rien à voir avec Le Pen. Nous reconnaissons, et c'est ce qu'a fait Claude Labbé, que le Front National existe. D'ailleurs, il n'existe pas d'aujourd'hui, il existe depuis longtemps. Aujourd'hui, il a, je dirais, une publicité un petit peu plus grande. Mais ce sont des phénomènes que nous avons toujours connus dans notre vie politique. Lorsque les socialistes et les communistes étaient dans l'opposition, c'était l'extrême gauche qui, de temps en temps, a été mise en évidence. Alors aujourd'hui, c'est l'extrême droite, mais à mon avis, ça reste un phénomène qui est tout à fait marginal, et nous n'avons pas l'intention de discuter ou de négocier en quoi que ce soit avec l'extrême droite. Proche de Chirac contre proche de Chirac, il faudra bien que le maire de Paris tranche un jour entre ses lieutenants, à moins qu'il ne préfère entretenir l'équivoque. Il lui faudra également résoudre un problème entre Chiraciens et UDF, car malgré la liste unique promise pour l'élection européenne du mois de juin prochain, le clivage entre les deux s'est révélé hier à Strasbourg à l'occasion du vote sur un projet visant à une plus grande intégration européenne. Liste commune ne veut pas dire programme commun, dit-on du côté du RPR à Strasbourg. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut ce soir se poser la question. J'ajoute que Guy Genesso, adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris, M. Genesso dénonce les propos de Jean-Marie Le Pen et il demande au président de la République de réunir une table ronde sur l'immigration pour aborder ce sujet. 2 élections municipales partielles à suivre ce week-end. Elles se dérouleront à la Seine-sur-Mer et à Draguignan. Dans cette dernière ville, le résultat a été annulé pour des raisons de forme. C'est le candidat socialiste qui avait été élu à la mairie. Le scrutin de dimanche aura pour enjeu l'implantation du Parti socialiste dans cette région, une implantation qui, en cas d'échec, pourrait bien être remise en cause. Serge Misseret. Un chapiteau de 1500 places, Bernard Pons, le secrétaire général du RPR, venu en personne pour l'appuyer. C'est une campagne à l'américaine que mène Jean-Pierre Claustre, cet ancien journaliste de 44 ans devenu l'un des bras droits de Jacques Médecin et qui tente maintenant de voler de ses propres ailes en dirigeant la liste de l'opposition unie à Draguignan. Il joue à fond la carte de la jeunesse face à un adversaire qu'il tente de battre sur son propre terrain. Je crois que mon adversaire n'a jamais admis en réalité l'existence d'une opposition. Que cette opposition est à sa tête Claustre ou un autre, ça n'a pas du tout la moindre importance. Le vrai fond du problème, c'est que cet homme n'a jamais eu d'opposition en face de lui. C'est la première fois que ça lui est arrivé. Il ne l'a jamais admis. L'affrontement politique est si vif que les deux hommes vont se croiser, Jean-Pierre Claustre et Édouard Soldani, le maire sortant socialiste. Ils vont se croiser, mais ils ne se verront pas, comme s'ils n'existaient pas l'un pour l'autre. Édouard Soldani, 72 ans, sénateur depuis 1949, président du Conseil général du Var. Draguignan lui appartient depuis 24 ans. S'il trébuche, cette fois-ci, le Conseil général et le Conseil régional risquent de passer à l'opposition. Tout à l'heure, il y a un curieux chassé-croisé qui s'organise. Oui. Votre adversaire vous précède, vous suit. Oui, ben, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous rencontrer. Comme il n'a personne, il faut bien qu'il me suive pour avoir quelqu'un. Hein. Alors, en vrac, il dit premièrement qu'il vous a obligé à descendre dans la rue. Deuxièmement, vous êtes un fraudeur. Troisièmement, vous êtes depuis 24 ans à la tête de la mairie, c'est trop. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien sûr, monsieur, d'abord je réponds à la dernière question. La véritable jeunesse, c'est celle du cœur. Et j'ai à en revendre du cœur et des sentiments.
Dans la rue, il y a 25 ans que j'y suis, il n'était pas encore né. L'extrême droite présente deux candidats. Le premier, le voici, Guy Duval, restaurateur, il a 38 ans pour le Front National. Et ensuite, Francis Bonnet, 47 ans pour le Parti des Forces Nouvelles. Eh bien, il y a du monde. Je prie la télévision d'excuser mon retard. Mais vous savez ce que c'est, avant le dépôt de liste, nous avons quelques problèmes. Cette liste est maintenant prête, le Front National part en campagne. Je suis tête de liste, on voit mon portrait partout. C'est vrai, pour le faire connaître, il faut... Parce que les gens aiment bien savoir pour qui ils vont voter. Si c'est un diffus, on ne sait pas. On voit mon portrait partout. Et je n'ai vu en face de moi pour le Front National que M. Le Pen. À Draguignan, ville de garnison, une inconnue pour ce scrutin, l'armée, qui représente le tiers des électeurs inscrits. Un triste record pour la France, celui de la consommation d'alcool. Nous sommes dans cette discipline les premiers du monde et c'est pour cela que le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne qui s'adresse à tous. Son idée, apprendre aux Français à refuser un verre. Vous savez, ce dernier verre ou encore ce verre de trop. Un chiffre révélateur à ce sujet, 60% d'entre nous jugent qu'il est difficile de refuser un verre. Gaël Monlahuc. Un demi-litre de vin par jour ou son équivalent, un verre d'alcool. Il faudrait ne jamais boire plus que cette quantité pour rester bien portant. Comment faire passer cette idée en images? Jean Becker, cinéaste, est chargé de la réalisation de cette campagne de publicité qui a coûté 11 millions de francs. Coupez, Étienne. Allez, une petite dernière, après je vous fous la paix. Partez. Il s'agit d'illustrer le propos dans toutes les situations où l'on est amené à boire trop. Une semaine de tournage, une centaine de figurants, il faut mettre en boîte 8 sketchs différents avec toujours le même message. Oh, quelle bonne idée, merci. Moi, volontiers. Ah, tu vas? Non, merci, non. Sous l'œil vigilant du publicitaire chargé de la campagne, s'élaborent ces spots qui passeront sur les écrans pendant plusieurs mois au rythme de 2 par jour. On a voulu montrer que c'était un problème qui ne concernait pas les alcooliques qui étaient déjà dans les hôpitaux, mais qui concernait absolument tout le monde. C'est-à-dire vous, moi, c'est-à-dire toutes les personnes qui tous les jours boivent un tout petit peu trop. Non, un verre ça va, les 3 verres. Allez! Ah, bonjour les dégâts. Et alors, bonjour les dégâts, c'est une expression qui est, je crois, branchée. Tu veux bien aller me chercher un autre verre, s'il te plaît? Non, un verre, ça va. C'est mon premier. Les gens n'obéissent pas aux conseils qu'on leur donne et ils ne changent jamais leur comportement pour nous faire plaisir. Ils le font s'ils ont décidé de le faire. Et on fait l'hypothèse, qui a été testée, que lorsque les gens trouvent sympathique la situation, ils prennent à leur compte le fait de dire OK. Un verre, ça va. 3 verres. Bonjour les dégâts. 27 ans de campagne publicitaire, les comparaisons végétales, animales, tout y est passé. On insiste sur la sobriété, puis les messages se font plus alarmistes et tentent de prohiber. Les résultats n'ont jamais été très probants. Cette année, les pouvoirs publics prêchent la modération et ils ont déjà prévu le thème de la prochaine campagne. Cela donne ceci. J'aimerais bien un 2e verre. Pour l'eau. On espère que ça va marcher. Un autre chiffre qui donne à réfléchir, 14% des Français estiment qu'il n'y a pas de mal à donner un peu de vin à table aux enfants de 10 à 15 ans. Une médaille d'or autour du cou d'un Américain, c'est une première en ski alpin. L'heureux élu, ou plutôt le gagnant, s'appelle Bill Johnson. Il était le plus rapide aujourd'hui dans la descente de Sarajevo. Du côté des filles, c'est une Suissesse et non pas une Italienne, mais elle s'appelle Michela Figinis, qui sonne assez italien. C'est donc une Suissesse qui l'a emporté, tandis que notre équipe faisait tout juste de la figuration. Roger Zabel. Caroline Attia, première française, 15e, un seul commentaire, ça n'est vraiment pas bon. En revanche, c'est tout bon pour ce petit sucre d'orge suisse rose et noir, Michaela Figini, 17 ans seulement, qui skie comme elle vit, c'est-à-dire sans souci et pour le plaisir. Je me fais pas trop penser dans la tête, je fais pas trop de soucis.
Je fais ma course et puis si ça va, c'est bien. Si ça va pas, on attend l'autre. Qu'est-ce que vous allez en faire de votre médaille d'or? Ouh, alors ça... Vous allez la mettre où? Je sais pas encore, je dois encore choisir la place, mais très proche de moi. Lui ne skie pas, il vole. Sa médaille d'or ne va pas arranger les choses car sa tête est tellement énorme qu'elle rentre, paraît-il, difficilement dans son casque. Bill Johnson, le premier américain champion olympique, est d'après les skieurs non seulement des autres équipes mais de sa propre équipe un personnage assez détestable. Ce Californien de 24 ans, ancien délinquant qui après avoir passé quelques séjours en prison a retrouvé le droit chemin grâce au ski, n'a eu que cette parole gentille à l'égard de son entraîneur après l'arrivée. Je n'ai besoin de personne pour me préparer, je sais très bien ce que j'ai à faire. Après tout, seul le résultat compte et Johnson, sans écouter les conseils de ses coachs, a fait beaucoup mieux que les Français qui, eux, les ont écoutés pendant 4 ans. Le premier, Franck Picard, est 20e. Et si, pour les uns, l'essentiel est de gagner, pour certains autres, la fameuse phrase de Pierre de Coubertin reste vraie. Il faut participer. Dernier coureur au départ, l'Égyptien Jamil El Reddy, qui à mi-parcours commet une énorme faute de quart et perd un ski. Du côté de la télé yougoslave, on inscrit le classement final, la retransmission est terminée, mais surprise, pendant ce temps, El Reddy est allé rechausser pour finir son parcours à la dernière place. Une image réconfortante, car ça, c'est du sport. Du sport aussi avec la météo des vacances en compagnie de Brigitte Simonetta. Oui, la météo des départs et puis la météo des retours aussi. Alors côté bison futé, il y a beaucoup de choses à dire, nous le verrons tout à l'heure. En revanche, côté météo, c'est le désespoir du journaliste. Rien à signaler, en tout cas rien de nouveau. Regardez la photo satellite, nous avons toujours affaire à notre anticyclone. Il est situé au même endroit et il nous place encore dans un flux de secteur est, donc froid. La carte pour demain ne vous surprendra pas non plus. Demain matin, des brouillards givrants sur l'ensemble du pays. Demain après-midi, du beau temps partout avec quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche et sur les Alpes du Nord. Et toujours de l'instabilité sur la Corse avec un peu de pluie. Il va faire très froid cette nuit, de -2 à -5 degrés. Localement, -8 à -10, surtout dans l'Est. Mais dans l'après-midi, l'air se réchauffera très rapidement puisque nous irons vers 15 h de 2 à 10 degrés sur la moitié nord, de 4 à 11 degrés sur la moitié sud, donc température plus élevée que celle d'aujourd'hui. Nous serons le vendredi 17 février, le soleil se lèvera à 7h56, se couchera à 18h13, ce sera la Sainte-Alexis. Alors, départ et retour en vacances, Bison Futé est pessimiste quant au trajet qui relie l'Île-de-France aux Alpes. Si vous êtes dans ce cas, vendredi 17, évitez de partir le matin entre 6 h et 9 h et l'après-midi entre 15 h et 18 h. Pour samedi, départ vers les Alpes, évitez de partir entre 3 h et midi. Et si vous revenez de vacances, ne quittez pas les stations entre 8 h et 16 h. Enfin, sachez que les secteurs les plus difficiles seront la RN 75, la 84, la 6 et la 90. Alors, prenez les itinéraires bis, puis attention au brouillard. Des conseils que vous avez intérêt à suivre. Il est temps de conclure ce journal. Vous avez rendez-vous aux environs de 22 h 40 avec Jacques Segui. Il arbitrera un débat consacré au problème de la drogue en France. Ses invités seront l'ancien ministre Monique Pelletier et Franck Perriez, qui est monsieur antidrogue. Demain, 12 h 45, antenne de midi. 18 h 30, c'est la vie. Et je vous retrouverai demain soir à 20 h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Grève de 48 heures chez les mineurs lundi et mardi prochain. La rencontre entre leur syndicat et Pierre Mauroy aujourd'hui n'a donné aucun résultat acceptable pour eux. Liban, la confusion à Beyrouth, hésitation et parfois contradiction pour Washington. Pour nous apprendre à savoir refuser le verre de trop, une nouvelle formule contre l'alcoolisme, bonjour les dégâts. Et puis notre débat consacré à la drogue, ou du moins mise en œuvre pour tout ce qui est mis en œuvre pour tenter de prévenir et d'endiguer la consommation de la drogue, des drogues dures en particulier, et leurs conséquences.
Après la communication de M. Joseph Franceschi, le secrétaire d'État au Conseil des ministres, nos invités sont Mme Monique Pelletier, ancien ministre, et M. Franck Perrier, président de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, c'est-à-dire M. Antidrogue, dans une dizaine de minutes. Grève nationale lundi et mardi prochain pour les mineurs. La décision a été prise par les 5 fédérations CGT, CFDT, CFTC, FO, CGC, après l'entrevue d'aujourd'hui avec le Premier ministre. Une entrevue de 3h30 qui se termine donc par un désaccord. C'est une situation qui reflète le mauvais climat qui s'est installé peu à peu entre le gouvernement et les mineurs. Car, à la politique de relance du charbon annoncée en 81, les mineurs ont le sentiment qu'on est en train d'abandonner peu à peu cette politique. Écoutez les réactions de M. Jean Roux pour le gouvernement et ceux du représentant des mineurs de la CGT. Les propositions qui ont été faites sont des propositions importantes, à la fois sur le plan de l'engagement financier de la nation, puisqu'il s'agira d'un soutien à cette entreprise de 6,5 milliards de francs en francs constants, important au niveau des principes, parce que nous confirmons que le charbon national restera une composante permanente, durable, mais sur des bases viables, de notre politique énergétique nationale. Nous considérons que le charbon doit être la base du développement économique de nos régions minières et nous maintenons notre détermination pour engager de l'action dans la profession et avec les populations minières. C'est la grève? Pour nous, oui. Demain, le conseil d'administration des Charbonnages de France tiendra une réunion importante avec à l'ordre du jour, naturellement, la baisse de la production charbonnière en France et les réductions d'effectifs qu'elle entraîne. Des milliers de fonctionnaires dans la rue, que ce soit en province ou à Paris. Ils étaient plus de 20 000 pour une journée d'action où les différents groupes de manifestants réclamaient surtout le maintien de leur pouvoir d'achat. À Paris en particulier, cette manifestation s'est déroulée dans 3 secteurs différents de la capitale en ordre dispersé, puisque la CGT, la CFDT et Force ouvrière ont manifesté chacune de son côté. Augmentation de 0,8% du nombre des demandeurs d'emploi pour janvier. En données corrigées des variations saisonnières, il y a aujourd'hui 2 135 600 chômeurs contre 2 118 600 chômeurs au mois de décembre. À la bourse de Paris, le dollar a poursuivi sa baisse, moins 4% en une semaine, et il était coté aujourd'hui à 8 francs 23. Pour l'or, le lingot perd 250 francs et il est à 101 400 francs. Les valeurs françaises subissent le contre-coup de la situation indécise sur les marchés internationaux. Elles ont noté un recul de moins 2,21%. La position du président Amin Gemayel devient de plus en plus précaire au Liban. Il a donc dû accepter ce qu'on appelle le plan saoudien qui prévoit le départ de toutes les troupes étrangères du Liban et notamment les troupes israéliennes. Mais en fin de soirée, le président libanais faisait savoir qu'il serait prêt à abroger l'accord du 17 mai qui lie son pays à Israël sous certaines conditions. Sur le terrain, l'armée libanaise recule de jour en jour devant les miliciens druzes et chiites. Philippe Rochaud. Ensemble, druzes, chiites sont descendus sur la petite ville de Damour, à 10 km de la capitale libanaise, dernier verrou avant les positions de l'armée israélienne. Et Damour est tombé entre les mains des druzes et de leurs nouveaux compagnons d'armes, les musulmans chiites, appuyés par l'armée syrienne. 750 soldats libanais qui défendaient la ville ont été évacués par bateau. Les autres ont préféré franchir la rivière Awali à 20 km au sud de Beyrouth et se réfugier dans la zone contrôlée par l'armée israélienne où ils seront fouillés. Pour ces hommes, restés fidèles au gouvernement Gemayel, c'est l'humiliation de la défaite. Selon un médecin ouest-allemand qui rentre de Beyrouth, les combats des 2 dernières semaines auraient fait au moins 1000 morts et 3000 blessés, en majorité des civils. Et sur le plan diplomatique, le président libanais a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de France. Mais c'est du côté des États-Unis qu'apparaissent les questions les plus déterminantes. Le Conseil de sécurité doit décider en effet de l'envoi, à la demande de la France, des casques bleus au Liban. Et les États-Unis viennent, il y a quelques instants, de se prononcer pour l'envoi de ces soldats de l'ONU. D'autre part, le gouvernement américain semble hésiter. Le président Reagan, en pleine campagne électorale, sait qu'il est bon pour lui de retirer des marines du Liban,
mais il en mesure la perte de prestige que cela représenterait pour les États-Unis au moment où les Soviétiques reviennent, eux, en jeu au Proche-Orient. Yuri Orlov, le dissident soviétique, libéré la semaine dernière après 7 ans de prison, devra passer encore 7 ans en exil intérieur en Sibérie. Yuri Orlov avait été arrêté en 1977 et condamné pour propagande antisoviétique. Il est l'un des fondateurs du groupe de surveillance des accords d'Helsinki. Recensement effectué au mois de mars 1982 par l'INSEE. Il y a plus de 54 millions d'habitants en France. Les citadins émigrent volontiers vers la campagne. On vit de plus en plus seul et il n'y a pas plus d'étrangers en France aujourd'hui qu'en 1931, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. M. Bernard Pons a corrigé aujourd'hui l'impression que son ami, M. Claude Labbé, avait pu laisser mardi en affirmant qu'il faudrait compter avec M. Le Pen. Or, M. Pons, le secrétaire général du RPR, affirme aujourd'hui qu'il y a une espèce de mode, je le cite, qui s'installe avec Jean-Marie Le Pen. Écoutons les propos de M. Pons recueillis par Jean-Louis Le Seyne. Nous reconnaissons, et c'est ce qu'a fait Claude Labbé, que le Front National existe. D'ailleurs, il n'existe pas d'aujourd'hui, il existe depuis longtemps. Aujourd'hui, il a, je dirais, une publicité un petit peu plus grande. Mais ce sont des phénomènes que nous avons toujours connus dans notre vie politique. Lorsque les socialistes et les communistes étaient dans l'opposition, c'était l'extrême gauche qui, de temps en temps, était mise en évidence. Alors aujourd'hui, c'est l'extrême droite, mais à mon avis, ça reste un phénomène qui est tout à fait marginal, et nous n'avons pas l'intention de discuter ou de négocier en quoi que ce soit avec l'extrême droite. 14% des Français estiment qu'il n'y a pas de mal à donner un peu de vin à table aux enfants de 10 à 15 ans. Que nous soyons les recordmen de la consommation d'alcool n'étonnera donc personne. Mais cela inquiète le ministère de la Santé qui a décidé de lancer une nouvelle campagne. Elle s'adresse à tous les Français, à nous tous. Elle veut nous apprendre à refuser le dernier petit verre. Une campagne qui a coûté 11 millions de francs. 8 sketchs ont été tournés par le cinéaste Jean Becker pendant une semaine avec 100 figurants et avec à la clé ce slogan « Bonjour les dégâts ». Un verre, ça va. 3 verres. Bonjour les dégâts. Eh bien, nous aurons Sarajevo, où nous avons connu une journée particulière. D'abord, parce qu'on a pu y faire du ski, et les 2 compétitions reines nous ont apporté quelques surprises. Côté français, où la meilleure de nos représentantes en descente, Caroline Attia, a terminé 15e, et Franck Picard, 20e. Mise à côté la victoire de la Suissesse Michela Figini, la surprise donc nous est venue de Bill Johnson, vainqueur de la descente homme, et c'est la première fois qu'un skieur américain remporte cette médaille d'or. Et puis, il y a quelques minutes seulement, le suspense entretenu autour de Jean-Christophe Simon, 2e avant la dernière épreuve. Quelle est la surprise, Dominique Leglou? Une médaille pour Simon? C'était la dernière séance de Jean-Christophe Simon et il n'a pu malheureusement quitter son rôle de loser. Jean-Christophe, c'est le symbole d'une réussite qui ne vient jamais. Ce n'est pas un problème technique, sa technique est bonne, on le sait, regardez ce double enchaînement. Le problème de Jean-Christophe est le problème de bon nombre de champions français, il est avant tout moral. Voyant Simon, le successeur d'Alain Calmat, de Patrick Perrat, une lourde charge, difficile à assumer. Simon par 2 fois pourtant a terminé 2e d'un championnat d'Europe en 81 et 82. Il est sans conteste le meilleur patineur français depuis 10 ans, c'est peut-être là son drame. Si sa technique est bonne, sa santé physique est médiocre. Souvent blessé, Simon a été opéré à 2 reprises de la cheville. Au dernier championnat d'Europe à Budapest, il a même été victime d'une intoxication alimentaire. Alors, la malchance semble la première explication. Et puis, Simon a peut-être été victime de ses devanciers. On a négligé sa préparation physique et son sens de l'évolution artistique. Aujourd'hui, il se retire sur une défaite. 4 ou 5e, la plus mauvaise des places. Une carrière qui laisse donc beaucoup de regrets. Sur l'agenda de demain, vendredi 17 février, Georges Marchais reçu par François Mitterrand à 18h30 à l'Élysée. Marathon européen pour François Mitterrand qui se sera déplacé le matin même à Copenhague. Réunion du conseil d'administration des Charbonnages de France. Sarajevo, slalom dames.
16e de finale de la Coupe de France de football, match aller. Notre débat, donc, ce qui est fait pour lutter contre la drogue, avec Madame Monique Pelletier, ancienne ministre de Valéry Giscard d'Estaing, et qui a eu à traiter longuement de ce problème quand elle était aux affaires. Et Monsieur Franck Perrier, président de la mission interministérielle de la lutte contre la toximanie. Je vous ai appelé Monsieur Antidrogue. C'est assez juste, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bien. Alors, première question, on a parlé de la répression. Il y a une sorte de petit cocorico qui a été poussé, progression de 10% sur les saisies, mais vous savez que dans le même temps, les entrées de drogue ont augmenté pratiquement de la même façon. Oui, c'est pas 10% sur les saisies. C'est pour l'année 83, M. Franceschi l'a indiqué hier à l'issue du Conseil des ministres, au moins un doublement des saisies en ce qui concerne les drogues principales, à savoir l'héroïne et la cocaïne. Pour la première fois en France cette année, en 83, du moins dans le bilan qui est fourni, la cocaïne passant devant l'héroïne. Donc, vous dites cocorico, ce qu'il faut indiquer, et ceci a déjà été souligné hier, c'est qu'on ne saurait reprocher à la police, à la douane et à la gendarmerie de faire son travail. Naturellement. Et je crois qu'à la suite de l'appel solennel qui en avril dernier avait été lancé par le président de la République, nous avons assisté à une mobilisation sans précédent des services de police, de gendarmerie et de douane sur le plan des saisies. Ceci est une chose. Ceci, je dois le dire aussi, Madame, me paraît important et je crois permet de préciser notre débat. Je ne pense pas que l'on puisse tirer de l'augmentation des saisies de drogues dites dures qui monopolisent l'attention de l'opinion des indications sur l'évolution du phénomène de la consommation des drogues par les jeunes, par nos enfants et par notre jeunesse. La première appréciation de Madame Pelletier. Eh bien, je voudrais d'emblée dire que j'arrive à ce débat avec le souci de parler très simplement mais très gravement d'un problème pour lequel il n'est pas le temps de dire cocorico, mais probablement au feu. J'ai rencontré M. Perrier parce que ce n'est pas du tout un problème politique, ce n'est un problème ni de droite ni de gauche, et je souhaitais lui donner mon sentiment et lui dire ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait. Aujourd'hui, la cote d'alerte, elle est dépassée, et j'ai trouvé tout de même un peu dérisoire M. Franceschi qui annonçait des chiffres de saisie comme si plus il y en avait, mieux c'était. On sait très bien, hélas, que malgré le travail, je dirais la réussite, des gendarmes, des douaniers, des policiers, eh bien, nous sommes envahis de drogue, envahis parce que notre pays, comme tous les pays occidentaux, ce sont des passoires. Alors, vous avez dit que cela dépassait le débat politique, politicien, comme nous avons l'habitude de le dire. Avez-vous le sentiment que vous prolongez le travail qui a déjà été accompli par Mme Pelletier? Oui, je voudrais remercier Mme Pelletier des paroles qu'elle vient de prononcer. Effectivement, moi j'ai parlé de la vie, de l'avenir de nos enfants. Je crois que devant un sujet aussi grave, et c'est pas Mme Pelletier que je l'apprendrai, ni à moi-même du reste maintenant, après quelques mois d'expérience, je crois que un consensus sur ces questions-là, sur ces problèmes qui touchent aux racines, au fond même de notre société, c'est quelque chose qui, je crois, est souhaité par tous. Alors, par quoi peut-on commencer? Que je voulais souhaiter. J'ai vu que l'éther était encore en vente libre, que la chlorothyline était... Elle est peut-être interdite, en revanche. C'est important. Ce que je souhaite indiquer, vous m'avez posé une question au préalable. Autrement dit, vous avez indiqué que Mme Pelletier avait travaillé ces questions-là en son temps, et vous m'avez demandé ce qui, depuis elle, pouvait être fait. Il s'agissait de le mentionner, tout simplement. Le mentionner, oui, mais pour indiquer qu'effectivement, dans le rapport très important que le gouvernement de notre pays avait produit en 1978, un certain nombre d'indications et d'éléments avaient été précisés, et je voudrais dire que une partie de mon travail sur ce phénomène profond de société a été d'essayer d'accompagner et de faire en sorte, dans le concret, dans le quotidien, moi je suis un homme de terrain, je ne veux pas être un rêveur sur ce sujet-là, un certain nombre de mesures très importantes. Ceci, je tenais à le préciser. Oui, vous faites du bon travail. Après, il faut bien le dire, un an et demi d'hésitation, parce que, je crois qu'on le sait, il y avait au niveau des positions de la part des socialistes des projets qui avaient été annoncés de dépénalisation des drogues douces qui ont suscité un certain flottement dans l'opinion. Je crois qu'on peut se résumer à trois choses qu'attendent et je dirais auxquelles a droit l'opinion et notamment les familles. C'est d'abord leur dire que la répression, elle est forte contre les trafiquants. Ils craignent qu'elle ne le soit pas
étant avocat maintenant, je peux vous dire que les juges sont très répressifs et ils ont raison pour les trafiquants de drogue. Malheureusement, les gros bonnets, eh bien, ils sont hors de France. Répression. Il faut ensuite dire, et tout ce qui peut être fait en termes de formation et d'information, il faut le poursuivre, et vous le faites. Mais je crois qu'il manque encore quelque chose, c'est au niveau de la communication. C'est un problème très grave et qui inquiète toutes les familles, parce que, ma foi, qui sait si votre enfant, le vôtre, le mien, ne se droguera pas. Donc, je crois que les familles sont encore sous-informées. Elles ont soit un discours tout à fait catastrophique et disproportionné, soit pas de discours du tout. Et ce que je regrette, et je vous l'ai dit dès le premier jour, c'est que ce ne soit pas un ministre qui puisse avoir à la fois l'autorité et à la fois je dirais le métier, la volonté de communiquer avec l'opinion. Parce qu'il faut tenir au courant en permanence, pas une fois par an. Il faut tenir au courant, il faut dire attention, tel produit arrive, si votre enfant, ceci, nous avons mis en place tel type de consultation, tel type de conseil. Je crois qu'il faut une communication très régulière. Vous dépendez de 4 ministères. Non, soyons précis, je souscris tout à fait à ce que... Non, je veux dire par là, votre tâche est énorme, difficile, oui. Mais vous ne dépendez pas de 4 ministères. Non, la mission interministérielle. Santé, affaires sociales, consommation, là, vous parlez de mesures ponctuelles qui ont été prises et sur lesquelles on peut revenir. La mission pour ces mesures, il faut quand même passer par ces 4 ministères. Bien sûr, mais ça c'est le problème. La difficulté de votre tâche et sa complexité. C'est le problème de l'administration française. Dans son rapport, Mme Pelletier avait dit en 1978 que dans le fond, il y avait autant de doctrine de la drogue qu'il y avait de ministères. Ceci est profondément vrai. Un policier ne peut pas aborder le sujet de la même manière qu'un enseignant ou un magistrat ou un éducateur de l'éducation surveillée. Donc le rôle de cette structure souple qui a été mise en place à l'heure actuelle est justement un rôle à la fois de direction, d'impulsion, de coordination de tous les aspects de la lutte. Et je crois que ceci est absolument fondamental. Et je voudrais indiquer à Mme Pelletier que sur la répression, je pense que les positions que j'ai exprimées aujourd'hui au nom du gouvernement qui m'a autorisé à le faire sont des positions sans ambiguïté. Elles le sont sur le plan de la loi de 70 que vous connaissez, madame, qui est une loi qui est très bonne sur le plan de la répression parce qu'elle donne des moyens exceptionnels à la police, mais qui aussi a une chose unique que la France a fait à son époque. Et croyez-moi, j'arrive de l'ONU, de la commission des stupéfiants, nous travaillons au sein du groupe Pompidou à Strasbourg. Eh bien, cette position est une position qui est soutenue, à savoir l'orientation délibérément sanitaire et sociale vis-à-vis de la jeunesse. Ceci est un point important. Puisque j'en ai l'occasion, 2 suggestions. Refaire ce que j'avais lancé et pas eu le temps de développer, c'est au niveau des quartiers, des réunions entre ceux qui justement n'ont pas toujours la même approche de ce problème, le commissaire de police, le proviseur du lycée, l'assistante sociale, l'éducateur, l'association des familles, des réunions fréquentes pour qu'ils se connaissent et qu'ils comprennent qu'ils travaillent tous pour la même chose, chacun avec leur mission. Je crois que c'est très important que ce ne soit pas des espèces d'instances nationales, lointaines et confidentielles. Très et deuxième point, et j'en ai terminé, je crois qu'il faut très fortement et volontairement des réunions au niveau européen. Parce que les législations ne sont pas les mêmes. En Espagne, on vient de dépénaliser les drogues douces. Dans tel autre pays, la législation est différente. Je crois qu'il faut un effort pour harmoniser ces législations, échanger les informations. Et quand les législations seront harmonisées, il y aura une sorte de front commun de l'Europe contre la drogue. Et je crois que ce serait beaucoup plus facile. Je crois que le gouvernement français a fait quelque chose dans ce sens, M. Perrier. Oui, tout à fait. Enfin, Mme Pelletier soulève 2 questions. Le premier, c'est de problème de la communication et de l'information locale. Nous avons essayé de réactiver à l'heure actuelle, notamment en y adjoignant des hommes de terrain, des travailleurs sociaux qui vraiment travaillent de façon acharnée sur ce sujet au sein des bureaux départementaux de liaison antidrogue. C'est trop loin déjà. Mais ça, c'est un premier point, c'était important. Le deuxième point... 200 personnes travaillent, c'est ça maintenant, plus ou moins? Oui, mais le département, c'est trop loin. Il faut 200 personnes ont été recrutées pour ces... Non, là vous parlez des formateurs au sein de la police nationale, 250. Mais moi je parle beaucoup plus, avec Mme Pelletier, nous parlons de tout ce qui est le travail social dans l'action de prévention ou de soins et de réinsertion, qui sont des volets essentiels. Mais ce que vous dites est important, parce que vous le savez aussi bien que moi, et même peut-être mieux, dans le fond, à travers la toxicomanie, nous touchons à tout ce qui est le phénomène de la marginalisation des jeunes. Et je crois que c'est en allant là où ils sont, dans les HLM, dans les quartiers, dans les zones de pauvreté, à travers tous les relais associatifs, oui, mais aussi qu'il y a une méfiance entre l'enseignant qui se dit si j'en parle au commissaire de police, il va se passer des choses, le médecin, l'éducateur. Je crois qu'être autour d'une table et parler
c'est déjà progressé. Mais vous n'avez pas l'impression, l'un comme l'autre, que nous parlons d'un grave problème national, mais qui est également dépendant de ce qui nous arrive de l'extérieur? Absolument. Puisque ces produits, ces drogues arrivent de l'extérieur. Mais il y a une demande. Alors que faire? Il y a une demande. Que faire? Si les jeunes n'exprimaient pas leur désarroi, cette recherche qui se termine toujours par de la souffrance et de la dépendance, eh bien, il n'y aurait pas de drogue puisqu'elle ne serait pas vendue. Donc il y a à la fois un problème de demande et évidemment un problème d'offre. Oui, madame, mais je voudrais ajouter un élément à ce que vous venez de dire, et je reviens, je le disais, de l'ONU, de la Commission des stupéfiants. Il n'y a pas de fatalisme de l'offre. Je crois que l'idée qui consiste à dire faisons de la prévention pour empêcher que nos enfants aient un recours aux produits, et pas du produit uniquement de drogue dure, mais également le détournement des médicaments, l'inhalation des solvants, le sniffage de colle, toute une attitude. Bon, ceci est une chose. Mais je pense que également sur le plan mondial, et j'ai noté, on m'a dit, je suis jeune encore dans le débat, que c'était une volonté assez nouvelle. J'ai noté sur le plan de la communauté internationale, quel que soit le pays, une volonté extrêmement ferme sur tous les types de drogues et sur tous les types de produits, producteurs d'arriver à des résultats. En tout cas, cette volonté sur le plan international existe. Il n'y a pas de fatalisme de l'offre. C'est aussi un des domaines sur lequel, sur le plan national et sur le plan international, nous travaillons activement à l'heure actuelle. Et je crois que là-dessus, et je le dis avec une certaine fierté, la France peut encore et a encore la tête assez haute, je crois. Madame, monsieur, je vous remercie. Avant de vous parler de la météo et des prévisions et de Bison Futé, et pour ceux qui vont prendre la route, près de 2000 camions sont bloqués à Bourg-en-Bresse, au tunnel de Fréjus et à celui du Mont-Blanc, à la suite d'une grève des douaniers italiens. Et les routiers se tournent vers les pouvoirs publics français pour espérer retrouver une circulation normale pendant cette période de vacances. La météo donc, toujours le même anticyclone et RAS. Brigitte Simonetta. Le record de la pression atmosphérique en France est de 1050 millibars et il date de 1921. Aujourd'hui, nous avions une moyenne de 1034 millibars et il n'y a aucune raison pour que le baromètre baisse demain. La Corse mise à part, où l'instabilité demeure, il fera beau partout avec quelques passages nuageux à l'ouest et à l'est. La nuit sera encore très froide, jusqu'à -2, -5 degrés et localement -8 à -10 degrés à l'est avec des brouillards givrants. Demain, dans l'après-midi, de 2 à 9 degrés sur la moitié nord et de 4 à 11 degrés sur la moitié sud. Pour Bison Futé et ses prévisions que vous allez voir apparaître, évitez de prendre la route demain entre 6h et 9h, entre 15h et 18h, et samedi entre 3h du matin et midi. Enfin, Jean-Christophe Simon est 6e et le couronnement d'un champion de Sarajevo de patinage artistique. Il s'appelle John Hamilton, il est américain et il est médaille d'or. C'est avec lui que je vous dis bonsoir et merci. Bravo, belle performance. D'ailleurs, demain, vendredi, nous y retournerons à Sarajevo assez tôt, plutôt qu'à l'habitude, bien sûr, où nous ouvrirons notre antenne. Regardez d'ailleurs les horaires dès 10h50. Nous serons vendredi 17 février. Nous suivons le slalom spécial dames. Nous prendrons connaissance de l'actualité et de la météo à 12h. Nous retournerons à Sarajevo pour suivre cette fois du patinage artistique. La première édition du journal et de nouveau les Jeux Olympiques d'hiver. Il s'agira cette fois de la deuxième manche slalom spécial dame toujours.
Nous nous intéresserons aux régimes matrimoniaux. Quel régime matrimonial choisir? Quels sont les avantages et les contraintes des différentes possibilités? Peut-on, en cours de mariage, changer de régime? Pour développer ce sujet rarement évoqué, il faut l'avouer, et répondre aux questions des téléspectatrices, Pernette Chabourou a invité sur le plateau Maître Sylviane Plantelin, notaire, qui sera par conséquent l'invité d'Aujourd'hui la vie à 14 h demain après-midi. Un nouvel épisode de la série Tête brûlée, le massacre de Fort Apache. Reprise de l'émission d'Alain Decaux que vous avez pu suivre ce soir à propos de l'opération Jéricho. Sophie Richard nous proposera un nouveau volet de la série Enfants du monde. Arnaud Desjardins s'est intéressé dans ce document aux enfants tibétains qui sont élevés dans les monastères. Selon la tradition, certains enfants appelés les enfants de la sagesse sont reconnus vers l'âge de 2 ans par les prêtres comme la nouvelle incarnation d'un grand sage défunt. Le rendez-vous avec nos jeunes amis Récré 2 à 17h50. C'est la vie vous offre toujours des vacances, une semaine à la Réunion pour 2 personnes. Et à 19h40, le théâtre de Bouvard. Votre soirée, après le journal de 20h, un nouvel épisode de la guérilla, du sang, de la souffrance, mais aussi du suspense, amené par la traque d'Hugo, alias Bernard Fresson, dans ce 3e épisode qui aura pour titre Le Royal étranger. 1 heure plus tard, à 21h30, apostrophe, sur le thème Album de famille avec la participation de Myriam Sandrard, François Chapon, Jean Hugo, Éric Nehoff et Bernard Duhamel. Après la dernière édition du journal, Claude Jean-Philippe nous invitera à suivre, toujours dans le cycle 4 coins du monde, un film russe en noir et blanc qui a pour titre Au bord de la mer bleue de Boris Barnett, réalisé en 1935, un drame lyrique original au ton désinvolte, en fond une histoire sentimentale, une histoire d'amour. Merci d'avoir pris bonne note de tous ces rendez-vous, j'espère que vous allez...